Bonjour à vous tous et bonjour à tous les étudiants qui ont connu la rentrée scolaire de cette semaine, vous avez tout mon soutien. Bienvenue dans cette vidéo avec un thème assez spécial, mais d'abord avant de commencer je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce thème. Ça fait un moment que je m'intéresse beaucoup aux métiers anciens qui étaient pratiqués à l'époque et qui avaient une certaine importance mais qui aujourd'hui ne l'ont plus vraiment ou du moins se sont changés en hobby en fait. Et je me suis dit pourquoi pas faire une série d'épisodes où je parle justement de ces métiers anciens mais stylés et on va commencer aujourd'hui avec la chasse. Cette pratique elle est intéressante de par son ancienneté, mais aussi par l'évolution qu'elle a connue au fil des années. Commençons par une définition. La chasse, c'est la traque d'animaux dans le but de les éliminer, les manger ou encore de les détruire. Pourquoi est-ce que j'utilise ce dernier terme? Eh bien simplement parce qu'il existe des créatures qu'on nomme nuisibles et qui détruisent soit la flore, soit les cultures. Ces dernières sont donc chassées dans le but de préserver ces endroits, ce qui est totalement compréhensible. Et maintenant que vous savez un petit peu ce qu'est un chasseur dans les grandes lignes, parlons dès à présent de l'histoire de ce dernier. Selon certains archéologues, l'analyse de certains outils et fossiles a démontré que nos ancêtres consommaient des animaux malades, blessés ou déjà morts car plus faciles à chasser. En gros, nos ancêtres étaient clairement des opportunistes. Mais parlons un petit peu plus en détail de ces types de chasse qui étaient pratiqués à cette époque. La chasse à l'épuisement était justement l'une des pratiques préférées de nos ancêtres. Pratiquée sur de gros mammifères comme les antilopes ou les gnous, ils les poursuivaient à une vitesse moyenne de 2,5 à 6 mètres secondes sur plus de 10 à 20 km jusqu'à l'épuisement de l'animal. L'être humain ayant la capacité de transpirer et donc de baisser la température de son corps en courant, eh bien les quadrupèdes n'avaient pas cette particularité, à part s'ils allaitaient et donc étaient déjà un petit peu désavantagés lors de ces courses. Au-delà de ça, il y avait aussi le piégeage qui servait à attraper de petits animaux, mais nos ancêtres aussi pratiquaient une chasse beaucoup plus spécifique et vous allez voir pourquoi. Quelques populations préhistoriques ont aussi fait une chasse quasiment monospécifique, un terme compliqué pour dire qu'ils chassaient une seule espèce comme le mammouth ou le renne selon les tribus. Le but de ces chasseurs était de suivre le gibier jusqu'au nord en été, puis de redescendre au sud en hiver pour profiter d'un climat beaucoup plus doux. Cette méthode fut notamment à l'origine d'un certain nomadisme qui fut observé sur des tribus inuites et amérindiennes il y a encore peu. Donc les méthodes changeaient vis-à-vis des tribus qui existaient à cette époque, mais cependant, quelles étaient leurs armes? Alors qu'au départ les armes étaient assez rudimentaires, ce n'est qu'au paléolithique qu'on a observé des avancées majeures telles que le javelot de bois, l'épieu ou encore le propulseur. Cet outil permettait une facilité de tir déconcertante, mais aussi une propulsion beaucoup plus avancée que si on utilisait un javelot à main nue. Plus tard, au Mésolithique, on va voir l'apparition du filet de pêche, mais aussi de l'arme la plus incroyable du monde, l'arc. Mais malgré tout ça, la chasse va connaître une certaine diminution, étant donné que l'homme va commencer à créer les premiers élevages et donc un meilleur moyen de subsistance. Beaucoup plus facile, mais aussi efficace sur le long terme en termes de quantité de nourriture, c'est clair que ce moyen sera préféré à la chasse. Avant étant plus un besoin, aujourd'hui il se change en privilège pour la noblesse. Mais attention, la population a quand même le droit de chasser, enfin du petit gibier, même pas vraiment parce qu'en fait il y a beaucoup de restrictions. En effet, les plus gros animaux étaient réservés aux nobles, tout comme certaines zones de chasse. En France, sous l'Ancien Régime, c'est un plaisir avant tout de gentilshommes. Les simples roturiers n'ont tout simplement pas ce droit, sauf s'ils disposent d'un fief. En gros, si vous voulez, c'est simplement un terrain. Alors comment ça se passe si tu es noble? Quels sont tes choix? Qu'est-ce que tu peux faire en tant que chasseur? Si vous êtes un seigneur ecclésiastique ou une dame haute justicière, vous faites de la chasse au vol. Vous disposez donc d'un oiseau de proie dressé qui fera le travail à votre place et qui chassera le gibier pour vous. Maintenant, si vous êtes un noble beaucoup plus âgé, vous serez chargé de réduire le surplus de gibier nuisible aux cultures. En gros, c'est de la chasse, mais vous faites un petit peu le sale boulot. Voilà. Mais par contre, si vous êtes un monarque, que vous êtes une sorte de masterpiece, alors là, la pratique de la chasse est totalement différente. À ce moment, vous pratiquez donc la chasse à courre, qu'on appelle aussi vénerie. Vous disposerez donc d'une meute de chiens qui vous aidera à chasser votre gibier. Alors tout ça, c'est bien joli, mais si vous êtes un simple roturier et que vous ne possédez aucun fief et aucun titre, est-ce que vous avez vraiment le droit de chasser? Alors oui, tu pouvais, ça s'appelle le braconnage, mais par contre, si tu te fais choper, chaud pour toi. En effet, les contrevenants sont sévèrement punis. L'édit de 1601 prévoit une amende et le fouet à toute personne ayant commis une première infraction. Et s'il y avait récidive, la personne se faisait bannir, confisquer ses biens, et à la troisième récidive, la mort était le châtiment ultime. En gros, fallait éviter de suivre la fameuse règle pas vu pas pris, parce que franchement, risquer le fouet ou la mort, c'était pas vraiment top. Mais au-delà de ces lois, est-ce qu'il y avait d'autres réglementations par rapport à la chasse? Alors oui, clairement. Pour permettre au gibier de continuer à s'épanouir, il est donc interdit de moissonner avant la
la Saint-Jean, d'enlever les chardons et d'enclore par des murs les terres. Il faut planter des haies d'épines ou près des forêts royales et il est interdit de tuer des lapins, sauf sous la direction des agents des eaux et des forêts. Ensuite, on trouve des lois beaucoup plus axées sur le domaine agricole. Pour protéger les cultures et les paysans, les chasseurs ne doivent pas rentrer dans les cultures lorsque les céréales sont en tuyaux. Les vignes, quant à elles, sont aussi interdites du 1er mai jusqu'au vendange. Malheureusement, ces interdictions sont très peu observées. Et pire que ça, la pratique de la chasse n'était pas forcément vue d'un bon œil par les paysans. La chasse, pour rappel, était une activité de détente, un privilège n'étant pas autorisé aux agriculteurs. Ce qui pose notamment un problème lorsque les agriculteurs doivent faire face à des bêtes féroces ou simplement des animaux qui viennent détruire les cultures, et ils peuvent pas faire grand chose étant donné qu'ils n'ont pas l'autorisation pour chasser. Mais on va pas se mentir, je pense plutôt que les paysans de l'époque en avaient un petit peu rien à cirer de cette loi et préféraient plutôt protéger leur domaine. Pour résumer, nous avons vu que la chasse avait plusieurs fonctions, la première étant agricole. C'était un moyen de subsistance et donc de se nourrir. Par la suite, au Moyen-Âge, cette fonction a changé et est devenue plus un loisir qu'autre chose, mais uniquement réservée à la noblesse. Nous n'en avons pas encore parlé, mais il y avait aussi une fonction rituelle pratiquée seulement dans certaines tribus. Et pour finir, une fonction régulatrice, soit pour les populations herbivores, soit pour des espèces nuisibles. Maintenant, parlons un petit peu des types de chasse, parce qu'on a uniquement parlé de ceux pratiqués à la préhistoire, mais qu'en est-il d'aujourd'hui? Eh bien, il y en a beaucoup plus. L'évolution des armes a notamment permis l'évolution de nouvelles méthodes de chasse. Les armes à feu, très performantes et précises, sont très prisées dans la chasse à l'affût, où le chasseur attend le passage d'un gibier dans une zone précise, ou dans la chasse en battue, où les traqueurs abattent eux-mêmes le gibier vers les tireurs. Donc l'arme à feu est un outil non négligeable aujourd'hui en termes de chasse. Il existe aussi le piégeage, qui est une forme plutôt passive où le chasseur, à l'aide de dispositifs, cherche à capturer ou tuer un animal. Et là, c'est soit pour la consommation, soit pour l'élevage dans certains cas. Et une des méthodes se rapprochant le plus du piégeage, c'est la trappe, pratiquée par les trappeurs. Et oui, c'était pas difficile à deviner. Cependant, elle ne se fait qu'en Amérique du Nord, où elle rencontre un franc succès du XVIIe au XIXe siècle. Le but est simple, récupérer le plus de fourrure pour en faire le commerce. De ce fait, le chasseur pose des trappes afin de ne pas abîmer la fourrure de l'animal par un coup de feu ou une flèche. Il est dit que c'était au mois de novembre, lorsque les animaux avaient leurs plus beaux poils, que les trappeurs posaient leurs pièges. Malheureusement, à cause d'une exploitation beaucoup trop poussée pour la fourrure, eh bien, les trappeurs ont simplement éliminé certaines espèces comme le castor d'Amérique du Nord. Mais rassurez-vous, vous qui préférez la fourrure sur les animaux, eh bien cette pratique est très réglementée aujourd'hui et surtout elle est même interdite dans certains états comme la Californie. Ce durcissement a été mis en place afin de limiter des pratiques qui auraient pu être cruelles et d'en finir avec le braconnage. Aujourd'hui, seule une poignée de trappeurs existe encore. Mais à présent, revenons sur un moyen beaucoup plus rudimentaire que le piégeage ou encore la trappe. Je parle de la chasse à l'arc. Celle-ci a connu une avancée technologique sans précédent. Dans le passé, alors que les matériaux de prédilection étaient le bois et la corne, aujourd'hui le métal ou le carbone permettent la création d'arcs plus puissants, même si plus encombrants. Eh bien oui, un arc recourbé en bois va peser clairement moins lourd qu'un arc à poulie qui peut se compter en kilos par exemple. Mais en oubliant cette caractéristique, eh bien la chasse à l'arc se trouve beaucoup plus avantageuse que celle au fusil. En effet, elle a le mérite de ne créer aucun déchet puisque les flèches sont réutilisables, mais aussi de limiter le dérangement sur la faune occasionné par un tir au fusil. Par ailleurs, le chasseur pourra aussi exercer dans une zone périurbaine avec des risques bien moins grands pour les riverains grâce à la portée réduite des flèches, souvent entre 12 et 25 mètres. Et oui, ceux d'entre vous qui croyaient qu'un arc à poulie pouvait tirer jusqu'à 300 mètres sur une cible et la traverser de part en part, eh bien je vous conseille fortement d'arrêter de regarder vos séries bizarres. Lorsqu'on parle de chasse, c'est un petit peu un sujet à débat, étant donné que certains sont pour et d'autres sont contre. C'est pour ça qu'on va un petit peu regarder les arguments que ceux qui sont contre cette pratique ont. Ces derniers évoquent notamment la dangerosité des armes de chasse. Par exemple, durant la saison 2011-2012, les personnes victimes d'accidents de chasse sont dans 90% des cas les chasseurs eux-mêmes. Durant la saison 2012 à 2013, il y a eu 179 accidents, dont 21 mortels. Heureusement, ça s'est un petit peu calmé dans la session 2015 à 2016, où on a recensé 10 morts. Oui, je sais, ça fait quand même beaucoup, mais c'est clairement moins que dans les sessions précédentes. Il faut aussi noter que ces accidents sont souvent dus au non-respect des règles de sécurité, et ça, c'est un petit peu la base lorsque tu fais de la chasse. Au-delà de la dangerosité des armes, il y a aussi l'impact environnemental qui est souvent cité. La chasse a engendré certaines fois la disparition de certaines espèces, comme nous avons pu l'observer avec le castor, ou encore la régression de certains animaux, qui fut observée surtout au Moyen-Âge avec la plupart des gros mammifères comme le cerf, le chevreuil ou le renne. Et à part ça, l'utilisation de métaux lourds n'a pas non plus joué en faveur des chasseurs,
chasseurs. Même si rassurez-vous, aujourd'hui, ce type de projectile est interdit en France depuis 2005. Ça montre quand même que les organisations de chasse écoutent les critiques et mettent tout en œuvre pour respecter l'environnement, en tout cas ils essayent. Après, certaines personnes évoquent même d'autres risques en termes de santé, comme par exemple la surdité due aux coups de fusil répétés, le saturnisme, intoxication au plomb qui concerne beaucoup plus le gibier cette fois-ci, ou encore d'autres maladies transmises par les moustiques et les tiques, en l'occurrence la malaria et la dengue. La chasse a connu une évolution fulgurante au fil des siècles et avec ça, les réglementations aussi. Aujourd'hui, il faut avoir un permis, bien évidemment, pour exercer ça. Ce n'est plus vraiment considéré comme un loisir, mais même comme une profession. Et je trouve que la pratique est beaucoup plus intéressante dans ce cas précis, plutôt qu'au Moyen-Âge où c'était un hobby réservé à la noblesse. Bien évidemment, cette pratique doit encore évoluer et les organismes de chasse doivent uniquement décerner un permis à des personnes qui sont compétentes dans le domaine. Par exemple, si vous n'êtes pas un chasseur expérimenté ou une personne du domaine alimentaire comme un cuisinier, vous ne pouvez tout simplement pas savoir que certains animaux détiennent des maladies comme la tuberculose. Et donc si vous chassez des animaux comme ça et que vous les mettez à la portée de la consommation d'autrui, eh bien vous risquez de propager une maladie qui sera bien évidemment de votre responsabilité. Donc vous voyez, c'est un sujet à débat et c'est pour ça que je vous laisse remplir l'espace commentaire de toutes vos questions, de toutes vos allégations, ça m'intéresse beaucoup. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, que vous avez passé un bon moment. Moi j'ai adoré parler de ça parce que ces métiers qui sont anciens sont toujours hyper intéressants. J'ai hâte de poursuivre cette série d'épisodes parce que franchement, je pense qu'il y a des métiers que je ne connais pas encore et que j'ai envie de découvrir. De toute façon, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, alors d'ici là, portez-vous bien, allez, ciao.